Excellences, Messieurs le Gouverneur, Excellences, Messieurs, Mesdames les ministres, honorables députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en dépit du changement de régime en 1997 et des efforts déployés par les institutions étatiques congolaises, la RDC continue à être confrontée à plusieurs situations complexes, inexplicables et absurdes qui bloquent l'émergence de ces pays et paralysent son développement. Après la période de transition en 2006, le pays a, à l'issue de premières et deuxièmes élections démocratiques, vu l'installation d'institutions étatiques légitimes qui se sont vues confier les rênes du pouvoir. Certaines avancées significatives ont été enregistrées dans quelques domaines, notamment en matière de réduction de la mortalité maternelle et infantile, en matière de diminution sensible du nombre d'enfants qui ne vont pas à l'école, en matière de stabilisation du taux d'inflation, en matière de croissance macroéconomique. Il y a lieu de signaler également le paiement régulier des fonctionnaires de l'État, la réhabilitation et la construction des infrastructures publiques, etc. Cependant, malgré ces efforts, une bonne partie de la République démocratique du Congo demeure confrontée à de multiples conflits interethniques, des rébellions et conflits armés récurrents qui engendrent fréquemment de pertes en vies humaines et maintiennent plusieurs parties du pays dans une insécurité quasi permanente. Il y a lieu d'épingler la présence des rebelles rwandais regroupés au sein de FDLR, des rebelles ougandais regroupés au sein de ADF Nalu, la LRA, les rebelles burundais regroupés au sein de Palipeutu, les FNL et plusieurs milices congolaises aux dénominations différentes selon les provinces, notamment les Maï Maï, les Raïa Mutomboki, les Bakata Katanga, les NDC Tcheka, APCLS, les Nyantura, les Maï Maï Janvier, Maï Maï Kifuafua, FPC, le FDDH, les Maï Maï Yakutumba, le Pareco, les FRPI, le Maï Maï Simba, Maï Maï Karakara, les Maï Maï BD, le Raï Mutomboki Blaise, les Raï Mutomboki Lukoba, les SPLA, etc. Tous ces groupes opèrent librement comme si nous étions dans un territoire sans État. Et dans plusieurs localités, ces groupes armés imposent et perçoivent des taxes, ils jugent les différends qui surviennent entre les citoyens, ils imposent des rançons et des travaux forcés. Ils attaquent assez souvent des populations civiles sans défense en commettant en même temps des enlèvements, des pillages, des viols, des meurtres, des destructions et incendies des maisons, des champs et des bétails. Presque toutes les provinces de l'Est du pays sont confrontées à ces drames et les populations ont l'impression d'être abandonnées à elles-mêmes car dépourvues d'une protection et sécurité solide. L'incapacité de l'armée et de la police n'est plus à démontrer dans la mesure où les groupes armés ne sont pas trop inquiétés et attaquent tous les jours les paisibles citoyens. Ceux-ci restent perplexes, dépassés, révoltés devant l'inaction des autorités étatiques. Donc ils restent perplexes devant l'inaction des autorités étatiques, de l'armée, de la police, de la MONUSCO et même de la communauté internationale. Dans plusieurs localités à l'est de la République démocratique du Congo, les hommes et les femmes ont peur de se rendre aux champs, craignant des attaques ou des enlèvements de groupes armés. Sans récolte, ils sont réduits à la pauvreté la plus extrême.
Par ailleurs, conscient de la situation que traverse la RDC, la communauté internationale et l'ONU apportent depuis une dizaine d'années un soutien considérable pour lui permettre de se relever. Mais ce que l'on constate, malgré un déploiement des forces armées et d'une logistique impressionnante, la mission, je parle de la MONUSCO, n'est pas en mesure de sécuriser les régions dans lesquelles elle est présente. Souvent, on constate que les exactions de groupes armés se font tout près des postes de MONUSCO, sinon même sous leurs yeux. Ainsi, en juin 2014, alors que le premier tournage pour le tribunal sur le Congo devait se faire à Mutaroulé. Mutaroulé, c'est une localité située dans la plaine de la Ruzizi. Nous avons ici la carte. Mutaroulé est situé ici, dans la plaine de la Ruzizi, donc au sud de la province du Sud Kivu, une région frontalière donc avec le Rwanda et le Burundi, à l'est bien entendu de la République démocratique du Congo. Donc au moment où les tournages de ce tribunal sur le Congo commençaient, un massacre a eu lieu dans cette localité de Mutaroulé. Faisant 35 morts, celui-ci est le 4e en 2 ans. Le premier convoi des troupes de l'ONU est arrivé à Mutaroulé 4 jours après le massacre et a trouvé un village complètement déserté et nettoyé. Toutes les traces du massacre avaient disparu et les habitants, en raison de l'insécurité, avaient fui dans les villages avoisinants. Les premières investigations semblent indiquer que l'armée congolaise avait reçu l'ordre de ne pas tirer sur les hommes armés qui attaquaient le village. Pourtant, dans les rapports de l'ONU et des ONG, le conflit interethnique entre les communautés des Bafuliro, des Barundi et des Banyamulenge est largement discuté. Il s'agirait d'une revanche pour un vol de bétail par un groupe de jeunes voleurs. Même si les villageois et les autorités coutumières avaient prévenu les différentes autorités locales, ainsi que les représentants de la mission des Nations Unies à plusieurs reprises, qu'une attaque s'annonçait, ni l'armée congolaise, ni les troupes de l'ONU n'ont assuré la sécurité dans la région. Par la suite, Martin Kobler, chef de la MONUSCO, a utilisé le cas de Mutaroulé comme prétexte pour dénoncer la passivité des troupes de l'ONU dans la région et demander un changement du mandat de la MONUSCO auprès du Conseil de sécurité. Ces comportements dont je viens de peindre le tableau, marqués par l'inaction et un silence coupable, ont été dénoncés à plusieurs reprises par la société civile congolaise, qui estime qu'une telle situation est inadmissible au regard du droit positif congolais. Notamment l'article 52 de la Constitution de notre pays, qui mentionne que tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État. Il y a lieu également d'évoquer l'article 50 de la Constitution de la RDC, qui souligne que l'État a l'obligation de protéger les droits et les intérêts légitimes des Congolais. Par ailleurs, il y a également lieu de mentionner que de nombreux instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les conventions de Genève, les statuts de Rome, etc., imposent à la RDC, avec le soutien de la communauté internationale,
l'obligation de veiller au respect des droits fondamentaux garantis à ses citoyens et, partant, lui donner la possibilité de poursuivre et de réprimer tous ces abus commis par les groupes armés, pour dire que l'arsenal juridique est disponible, les lois au Congo existent, mais également sur le plan international, des lois existent et ils permettent de réprimer tous ces abus ainsi que ces situations inexplicables, complexes, absurdes que j'ai évoquées. Devant cet état des choses, devons-nous parler d'un échec de l'armée et de la police congolaise à démanteler les groupes armés? La persistance de l'insécurité dans certaines régions amène les communautés ravagées à considérer qu'il y a collusion, complicité et que la RDC maintient délibérément ces groupes en vue de maintenir les désordres et l'insécurité dont elle tire profit également. Ces groupes sont guidés certes par plusieurs motivations diverses, notamment la convoitise et l'exploitation des richesses du sol et du sous-sol de la RDC, favorisés par la faiblesse de l'État et les désordres au sein de l'armée et de la police, le positionnement politique pour certains chefs militaires, l'expression d'une frustration, d'une discrimination et la dénonciation des injustices, des intérêts géostratégiques, les conflits ethniques, etc. Et pourtant, l'article 63 de la Constitution de la RDC impose à toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière l'obligation de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité du territoire sous peine de trahison. Et l'article 51 de la même Constitution de mentionner « L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la promotion et la protection des groupes vulnérables et toutes les minorités. » Les groupes armés qui organisent et qui attaquent les villages revendiquent en même temps le droit à l'autopromotion de leur communauté. Si les instances de l'État ne parviennent pas à sécuriser leur village, ils doivent se défendre eux-mêmes. Ils peuvent même revendiquer leur droit à la révolte, se fondant notamment sur l'article 28 de la Constitution qui mentionne que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste aux droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter. On doit donc sérieusement, face à ce tableau, se poser plusieurs questions très compliquées. Notamment, est-ce que les groupes armés ont à la base des motivations légitimes? Est-ce que les groupes armés réagissent-ils à un ordre illégal après des décennies d'impunité dans la région? Ou est-ce que les groupes armés commettent-ils des actes criminels? Ou encore, comment pouvons-nous mettre fin à l'insécurité persistante dans cette région du pays? Sur le plan économique, la situation est également très précaire, malgré d'innombrables ressources naturelles. En effet, comme vous le savez, la RDC contient des ressources naturelles incommensurables, notamment plus de 80 millions de terres cultivables, dont 10% seulement sont mises en valeur, des ressources minières importantes, le cuivre, le cobalt, l'argent, l'uranium, le plomb, le zinc, le cadmium, le diamant,
l'or, le tin, le manganèse, les tungstènes, etc., des ressources fossiles, notamment le pétrole, le gaz, et un riche potentiel hydroélectrique et une biodiversité impressionnante. Malheureusement, les populations congolaises ne bénéficient pas de toutes ces richesses, ni en ville, ni en campagne. Exploitées aussi bien par des investisseurs nationaux que de multinationales, ces ressources ne procurent des bénéfices significatifs ni à l'ensemble des Congolais, ni à l'État. Ce qui contraste avec les informations que ces investisseurs et ces institutions qui les soutiennent répandent fréquemment. Dans une de ses publications, Congo Times Info fait état du même constat en ces termes: la mouvance des réformes engagées au début de la décennie 2000 sous l'inspiration de la Banque mondiale a tellement aveuglé la partie congolaise qu'au fil des ans, des imperfections ont fait leur apparition. Des voix se sont élevées pour fustiger le fait que la République ne tire aucun réel profit de l'explosion de l'exploitation minière. Plutôt que de considérer le passage de 7 entreprises minières en 1997 à 35 sociétés minières en phase d'exploitation, le passage de moins de 200 droits miniers octroyés au total avant 2002 à 2665 droits de carrière au 31 août 2012 comme des avancées notables suite à l'application du Code minier. Il faut au contraire admettre que le bradage légal du patrimoine national aura causé plus de tort que de bénéfices à la République. Grâce au Code minier, quelques investisseurs ont tiré les meilleures parties de la situation. Dans la même lancée, les potentiels relevaient déjà que de nombreux projets miniers arrivaient à maturité en 2014 et qu'il était incompréhensible que le budget de l'État n'ait enregistré qu'un petit bond de 4,9%, contrairement aux années antérieures. Ce recadrage est d'ailleurs prévu dans le Code minier lui-même. La duperie couchée dans ce code, dénichée par les officiels congolais, notamment les ministres des Mines en 2014, doit conduire à des correctifs urgents, rapporte ce journal que je suis en train de citer. Mis ensemble, ce cocktail a davantage appauvri l'État qui a accepté de bonne foi le Code minier de 2002 d'inspiration de la Banque mondiale. Des individus se sont tirés à bon compte sur le dos du trésor public congolais. Aussi, le contrôle de la gestion des titres qui échappait totalement à l'État, ainsi que le déséquilibre entre les avantages accordés aux investisseurs ne devrait plus perdurer. L'explosion de l'exploitation artisanale depuis les années 70 et encore plus après l'abandon de certaines mines industrielles de l'époque mobutiste avec les débuts des guerres n'a pas beaucoup aidé à améliorer la situation sur les sites miniers. La législation sociale n'est point respectée. On sait que les conditions de travail que l'on observe dans les sites miniers sont déplorables et extrêmement dangereux. Les normes de sécurité sociale ne sont pas respectées. Dans certains sites, des enfants sont utilisés en raison de leur petite taille dans les galeries souterraines, allant parfois à 100 mètres sous le sol. Les mines artisanales à l'est du pays continuent jusqu'à présent à alimenter les groupes armés ou à être contrôlés par des militaires de l'armée congolaise, malgré les efforts en vue de certifier les sites miniers et de légaliser les activités minières des artisanaux. Avec la sécurisation des sites miniers, des grandes entreprises minières arrivent finalement
à faire valoir leur droit d'explorer et d'exploiter dans la région, et des conflits entre les entreprises et les creuseurs artisanaux éclatent. Des groupes armés s'associent aux creuseurs ou à la communauté locale et boycottent leur arrivée. Le cas de la mine de Bissiyé. Bissiyé est située dans la province du Nord Kivu, comme vous le voyez sur ce tableau. Donc dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Walikale, il est situé vers le sud du territoire de Walikale dans la province, n'est-ce pas, du Nord Kivu. Ainsi, les creuseurs artisanaux de Walikale, qui avaient découvert la mine de Bissiyé en 2002, étaient contrôlés pendant la première phase d'exploitation par des militaires de FARDC qui encaissaient des grandes parts de leurs profits. Le comptoir d'achat MPC, qui mesurera vite l'importance du gisement de Bissiyé, s'adressera au gouvernement central à Kinshasa pour demander la concession de ce site, obtenant ainsi un permis de recherche exclusif. Mais avec l'arrivée des nouveaux venus, un conflit éclate entre les creuseurs artisanaux sur le site et la société MPC. Les creuseurs artisanaux, organisés dans la coopérative Comipa, revendiquent leur droit de premiers arrivants sur le site et entrent en négociation avec la société MPC. En 2007, un premier accord est signé entre les deux parties. Un groupe de membres de la coopérative commence à travailler avec la société MPC en tant que négociant de la cassiterie de Bissiyé, parmi eux Ntabo Ntaberi Tcheka. Peu après, Tcheka juge que le responsable de MPC ne travaille pas en faveur de la population locale et qu'il ne respecte pas l'accord signé auparavant. Entre autres, les creuseurs artisanaux les accusent d'exploiter la cassiterie de Bissiyé alors qu'ils ne détiennent qu'un permis de recherche qui interdit à une entreprise d'exploiter le site pendant 3 ans. Tcheka détourne donc une somme de 60 000 $ de l'entreprise qui l'avait mandaté pour l'achat de minerais à Bissiyé et se retire avec un groupe d'hommes armés dans la forêt équatoriale. À partir de 2009, un groupe armé non identifié attaque à plusieurs reprises des villages autour de la mine de Bissiyé. Il pille entre autres les petits commerçants dans les villages de Moubi, qui est un centre commercial auprès de la colline. Des centaines de cas de viol des femmes sont répétés dans la région au cours de ces attaques systématiques et généralisées. En 2010, le gouvernement central à Kinshasa réagit à l'insécurité dans la région et suspend toutes les extractions des matières premières dans l'est du Congo. Presque simultanément, le président américain Obama vote le Dodd-Frank qui interdit aux entreprises américaines de faire le commerce et d'utiliser ce qu'on appelle le minerai de conflit en provenance des zones de conflit en RDC. À la suite de cet embargo, plus de 10 000 creuseurs artisanaux qui travaillent sur les sites de Bissiyé doivent d'un jour à l'autre abandonner leurs activités. De plus en plus de jeunes chômeurs forment de petits groupes armés et insécurisent la région. En 2012, Alpha Mine, une entreprise installée en Suisse, achète de grandes parties de MPC et annonce de grands investissements à Bissiyé pour enfin mettre en place l'infrastructure permettant une exploitation industrielle. Le IFFC, une organisation de la Banque mondiale qui favorise les investissements d'entreprises multinationales dans les pays en développement, soutient les investissements de Alpha Mine. Celle-ci recommence les négociations avec la coopérative des creuseurs artisanaux et parmi la population locale à Walikale, les investissements d'Alpha Mine répandent une lueur d'espoir. Dans ce contexte, nous devons nous poser la question de savoir si les décisions qui ont
menées au chômage de 10 000 creuseurs de BCA sont en accord avec le droit positif congolais, notamment l'article 56 de la Constitution qui mentionne ce qui suit: tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales, de tout ou partie de leurs moyens, de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la loi. Ça, c'est l'article 56 qui concerne un accord, un acte, une convention qui priverait la population de tirer profit de ses ressources naturelles. L'article 58 de la même Constitution mentionne en outre que tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. En outre, une autre question se pose, et durant les 3 jours de notre tribunal, nous allons nous poser la question de savoir si les multinationales ne sont pas privilégiées par rapport aux creuseurs artisanaux. Le tribunal tentera de répondre à cette question. Les profits de l'exploitation minière reviennent-ils seulement à la petite minorité appartenant à l'élite congolaise ou aux investisseurs étrangers? Ou encore, est-ce que tout Congolais va profiter du développement économique apporté par ces mêmes investisseurs et les grandes entreprises minières? Le tribunal examinera toutes ces questions et les jurys tentera d'apporter des réponses. Le gouvernement congolais concède aux multinationales le droit d'explorer et d'exploiter les sous-sols d'une région. Pourtant, quand ils arrivent sur les sites, ces sous-sols sont déjà habités et même exploités par les communautés locales. La multinationale est combattue par les communautés locales qui ont un droit coutumier d'habiter la région et de cultiver les sols. Elles doivent trouver un accord, mais comment cet accord portant sur le sol est-il possible? Comment une famille peut-elle abandonner sa terre natale, là où ils ont enterré leurs ancêtres, où ils vivent depuis des générations, et qui va les prendre en charge? L'un des cas illustratifs de ces sujets est le cas de Twangiza. Twangiza, qui est une des localités situées dans la province du Sud Kivu, située à environ 50 km du chef-lieu de la province du Sud Kivu, située donc à l'est de la province du Sud Kivu. Ce cas sera examiné par le tribunal et porte sur la société Banro, une société canadienne qui avait acheté à l'époque de Mobutu en 1996 à des fins de spéculation des concessions aurifères sur plusieurs sites, dont celui de Twangiza, situé non loin de Bukavu. Pendant le régime de Mobutu, ces concessions étaient détenues par la société belge Sominki. Celle-ci avait exploité pendant 20 ans l'or et la cassitérite dans la région en suivant une idée paternaliste de gestion d'entreprise, en prenant en charge 6 000 travailleurs et leurs familles. Ils payaient non seulement la construction des hôpitaux et des écoles, mais aussi des médecins, les aides-soignants, les professeurs qui s'occupaient des établissements scolaires. Quand le taux de l'étain chuta sur le marché mondial vers les milieux des années 80, la société avait craint de se diriger vers une faillite. Arrivé au pouvoir en 1997, Laurent Désiré Kabila a exproprié Banro, a installé une entreprise nationale dans la région sous la direction du Mwami de Luinja.
Ce n'est qu'après la mort de Kabila et suite aux accords de Sun City que Banro revendique ses titres et les concessions d'or lui sont rendues. En 2005, la société décide de commencer la phase d'exploration sur le site de Twangiza. Pour faire place à l'infrastructure industrielle, les habitants du village de Luinja, qui se trouvent sur ces sites, sont indemnisés et déplacés vers les collines, vers une colline qui se trouve à l'intérieur du site de Banro. Un conflit éclate entre la population qui vit principalement de l'exploitation artisanale de l'or et la société multinationale. Et à ce sujet, il y a lieu de se poser des questions, notamment les habitants de Luinja qui sont délocalisés et indemnisés avec l'accord du gouvernement. Face à cette situation, nous pouvons nous poser la question de savoir si la position qui a été prise par le gouvernement est en conformité avec l'article 34 de la Constitution qui mentionne que la propriété privée est sacrée. L'État garantit à la propriété individuelle ou collective, donc l'État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. L'État encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente. Les lois congolaises condamnent donc tout accord portant sur les richesses de la RDC qui ne profite pas au peuple congolais et érige ces conventions en des actes de pillage, notamment tous ces cas des multinationales qui s'installent dans des localités où on observe qu'à côté, des populations vivent dans une pauvreté extrême, alors qu'avant l'arrivée des sociétés, ces populations, avec l'exploitation artisanale, concouraient, n'est-ce pas, pourvoyer à leurs besoins. Et j'ai évoqué à ce sujet l'article 56. Somme toute, Monsieur le Président, je suis en train de finir et j'espère que je n'ai pas épuisé le temps qui m'est imparti. Somme toute, la situation que traverse la RDC est inquiétante et nous interpelle au plus haut point. Alors que des crimes d'une gravité extrême s'y commettent tous les jours, on constate que la conscience de l'humanité n'en est pas touchée. Et pourtant, des lois nationales et internationales existent, soit pour empêcher, soit pour réprimer ces crimes de lèse-majesté, ces crimes contre la civilisation, ces crimes sans nom, ces crimes d'une extrême cruauté et gravité. Le silence et l'inaction qui entourent la commission de ces crimes nous ont donc déterminés à nous donner la légitimité d'instituer le tribunal sur le Congo afin d'éveiller la conscience des Congolais et de la communauté internationale. Ce tribunal n'est investi ni par le gouvernement de la République démocratique du Congo, ni par une quelconque organisation. Les membres qui y prennent part ont accepté librement d'assurer leurs responsabilités dans l'intérêt de l'humanité et pour dénoncer les violations flagrantes des valeurs et principes universels reconnus par l'ensemble de la communauté internationale. Notre souhait est de susciter en toute indépendance des débats qui vont éveiller la conscience de l'humanité sur les horreurs et la barbarie que vivent quotidiennement les populations congolaises. Le monde doit-il continuer à garder silence et à croiser les bras devant une telle situation? Certes, notre tribunal n'aura pas le pouvoir d'infliger des condamnations, mais il s'impose d'examiner les questions suivantes. Les conflits interethniques et les attaques de différents groupes armés à l'est du pays
sont-ils devenus incontrôlables à un degré tel que le gouvernement et l'armée congolaise, qui sont en train de se remettre de 20 ans de conflit dans le pays, échouent régulièrement en essayant de rétablir de l'ordre? Ou, une autre question, le gouvernement de la RDC ainsi que l'armée congolaise sont-ils des acteurs dans les attaques systématiques et généralisées contre la population locale en maintenant intentionnellement le désordre et l'insécurité dans la région, soit par passivité, soit en collaborant avec les groupes armés? Ou encore, la communauté internationale et les troupes de la MONUSCO, stationnées à l'est de la République, contribuent-ils à la stabilisation politique et à la sécurité dans cette région en renforçant un gouvernement et une armée encore faibles, mais sur le chemin de se remettre? Ou encore, est-ce que la communauté internationale et la MONUSCO se rendent-ils coupables de complicité en collaborant et en renforçant en termes de forces militaires et de logistique une armée et un gouvernement qui ne travaille pas en faveur des citoyens congolais et qui ne respecte pas les droits humains? Une autre question que nous allons examiner: l'exploitation industrielle de minerais constitue-t-elle enfin une base pour la paix et la démocratie dans la région en construisant une infrastructure adéquate, en créant des emplois et en favorisant de branches avoisinantes de l'économie locale? Ou encore, les entreprises multinationales exploitant industriellement de minerais dans la région ont-elles profité de l'instabilité politique pendant les 20 années de guerre pour recevoir des concessions minières à des conditions profitables et s'accaparer des ressources naturelles du Congo de l'Est? Sont-elles dans ce cas, puisque cela ne profite pas aux populations, sont-elles dans ces cas coupables de pillage du peuple congolais? Notre tribunal donnera la parole, donnera la parole aux témoins et aux survivants qui seront confrontés aux membres du jury, qui exprimeront leurs avis sans crainte et en toute indépendance. Nous nous donnons cette lourde responsabilité de mener ce tribunal pour dénoncer l'inacceptable et établir la vérité. Nous avons l'espoir que les opinions des experts, des membres du jury et des témoins vont sûrement contribuer à déterminer le monde à agir en faveur de la RDC. Je dis et je vous remercie et je remets la parole au président.